Salam. Alors, aujourd'hui, on va parler du jeune Antoine Gauchiste. Antoine Gauchiste a une hypothèse. Il nous dit qu'une abstention très élevée enverra un signe fort et révélera la mascarade démocratique. Il pense que si on est très nombreux à ne pas voter, ça rendra les élections illégitimes. Si jamais il y a juste 3 pauvres types qui viennent voter à une élection, bon, cette élection paraîtra quand même tout de suite moins légitime. Et surtout, ça va envoyer un signal fort. Ce signal, c'est que la mascarade démocratique ne tient plus. Les gens n'y croient plus, les gens ne font même plus attention. Et pourquoi il veut ça? Parce que monsieur Antoine Gauchiste préfère une vraie révolution. Et surtout, une fois que les électeurs de Zemmour, Le Pen et Jean-Luc se seraient rendus compte de la mascarade qu'aurait été cette élection où ils n'auraient pas été présents, ils auraient bien été obligés de comprendre que l'élection n'est pas la solution. Et que si tu veux un changement, elle ne va jamais passer par une élection, entre guillemets, démocratique. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce qu'on arrête avec ces conneries? Quand est-ce qu'on arrête de perdre du temps à jouer le jeu de la bourgeoisie, à systématiquement participer à une élection débile? Quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut arrêter d'aller voter aux législatives? Mais comment est-ce qu'on fait pour instaurer une réelle démocratie directe? Et à mon avis, la demander gentiment, ça sera pas suffisant. Toute sa vidéo est basée sur un faux dilemme. Il nous dit qu'il faut soit voter, soit préparer la révolution. Bon, lui, il fait ni l'un ni l'autre, mais il est convaincu que c'est impossible de faire les deux. Et il se trouve que Lénine, qui est peut-être pas assez révolutionnaire pour monsieur Antoine Gauchiste, parlait justement de ce rapport des gauchistes avec la révolution. Dans son livre intitulé « La maladie infantile du communisme, le gauchisme », il disait « La critique la plus violente, la plus implacable, la plus intransigeante doit être dirigée contre les chefs qui ne savent pas et, plus encore, contre ceux qui ne veulent pas tirer parti des élections. Les révolutionnaires sans expérience pensent souvent que les moyens de lutte légaux sont entachés d'opportunisme, car c'est sur ce terrain que la bourgeoisie a le plus souvent mystifié les ouvriers, et que les moyens de lutte illégaux sont révolutionnaires. Mais c'est faux. L'erreur consistait à repousser la participation au Parlement réactionnaire, bourgeois et aux syndicats réactionnaires. Elle consistait en de nombreuses manifestations de cette maladie infantile dite du gauchisme. Alors aujourd'hui, le mot gauchiste, il a été récupéré par l'extrême droite. Mais en réalité, il a d'abord été inventé par Lénine. Et pour lui, le terme gauchiste, ça permet de qualifier ces gens à gauche qui refusent de participer aux luttes syndicales ou aux élections démocratiques par purisme, en espérant une hypothétique révolution qui n'est pas encore là. Et donc, on voit que là, déjà, Antoine Gauchiste correspond parfaitement à ce que Lénine appelait les gauchistes. Mais bon, ça, on va le voir tout le long de la vidéo. Déjà, on va essayer d'étudier l'hypothèse d'Antoine Gauchiste en tant que zététicien. Parce que si ça se trouve, Lénine se trompait et Antoine avait une meilleure science révolutionnaire que Lénine. Tout d'abord, est-ce que ne pas voter est un moyen efficace pour délégitimer une élection? Quelles sont les sources de Antoine Gauchiste? Aucune. Il se contente d'imaginer que s'il y avait seulement 3 personnes qui votaient, l'élection serait d'emblée délégitimée. Et à ce stade-là, on est vraiment dans l'incantation, dans le vœu pieux, parce que cette théorie, elle ne marche que dans un monde hypothétique. Elle ne marche qu'avec des si. Et avec des si, on sait très bien ce qu'on fait. Avec des si, on va raser la forêt d'Antoine Goya et on va y installer une centrale nucléaire. Je me calme. Évidemment, Antoine Gauchiste, il exagère, il sait qu'il aura toujours plus de 3 votants. Mais au fond de lui, il pense vraiment que s'il y avait vraiment beaucoup d'abstentionnistes, le système serait mis en branle et les gens commenceraient vraiment à imaginer dans leur tête que la vraie solution, c'est la révolution. Et donc, à partir de ça, Antoine Gauchiste appelle les gens à ne pas voter. Par pitié, arrêtez d'aller voter. Et en réalité, Antoine Gauchiste ne fait que répéter les idées développées par François Bégodeau dans son dernier livre où il prône l'abstention. Et donc on pourrait se demander, est-ce que Antoine ne serait pas seulement une version Wish de Bégodeau? Alors je vais essayer, si j'ai le temps, de répondre à François Bégodeau par écrit, mais pour l'instant on va se concentrer sur notre faquin, Antoine Gauchiste, et on va essayer de voir si sa théorie se vérifie dans le monde réel. Regardons quelques pays démocratiques avec les plus forts taux d'abstention. La majorité ou la moitié des gens ne votent pas en Suisse, au Chili, au Luxembourg, au Japon, en Pologne et en Lettonie. Et pourtant, ces pays ne subissent pas de révolution. À la limite, on pourrait parler du Chili avec l'élection de Boric, mais en fait, l'élection de Boric correspond davantage à une augmentation de la participation qu'à une augmentation de l'abstention. Si on cherche des élections avec un très fort taux d'abstention dans les démocraties libérales, il faut plutôt regarder du côté des
des élections locales. Et par exemple, en France, on a les élections municipales qui ont parfois 75% d'abstention. Pourtant, ces élections municipales ne sont pas délégitimées, ça ne provoque aucune révolution. Et en fait, c'est même l'inverse, les maires sont parmi les personnalités politiques préférées des Français. Donc là, déjà, on voit que la théorie d'Antoine Cauchiste ne semble pas vraiment fonctionner dans le monde réel. Mais regardons sur Google Scholar si des études ont été faites sur le lien entre le taux d'abstention, le taux de vote et la légitimation politique. Et surprise, le lien entre abstention, vote et légitimité politique a été étudié scientifiquement par des travaux publiés partout dans le monde. Dans cette étude, qui prend le cas de 10 pays post-soviétiques qui ont des situations et des contextes plutôt similaires, on a essayé de mesurer la légitimité ou plus précisément le soutien diffus de la population pour le régime politique. Et est-ce que les pays où le soutien du régime politique est le plus faible sont ceux où il y a une plus grande abstention? Eh bien non. Par exemple, si on prend l'Estonie, où il y a un taux d'abstention fort, qui est presque à 50%, eh ben, le soutien au régime politique, il est plutôt fort. Et si on prend un exemple inverse, qui est la Roumanie, on a un taux d'abstention à 6%, et pourtant, le soutien au régime, il est très faible. Et les auteurs de l'étude concluent: nos résultats indiquent clairement que dans les régimes post-communistes, il n'existe pas de relation entre le taux d'abstention et le niveau de soutien politique général. Bien sûr, ces 10 pays sont très différents de la France, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'ils sont comparables entre eux. Bien sûr, avec cette étude, on ne peut pas faire une conclusion générale en disant vous voyez, l'abstention ne délégitime jamais le pouvoir en place, mais en tout cas, ça nous montre que déjà, il faut nuancer les propos d'Antoine Cauchiste. De manière générale, voter, c'est légitimer une élection. Et que, contrairement à ce qu'il dit, l'abstention ne va pas amener obligatoirement à une délégitimation du pouvoir en place. En fait, le problème d'Antoine et de beaucoup d'abstentionnistes, c'est qu'ils confondent la légitimité abstraite et la légitimation réelle. Et en fait, il y a un papier très intéressant qui compare deux votes qui ont eu lieu en Angleterre. Le premier, c'était pour élire les commissaires locaux et le second, c'était pour décider d'une grève générale des professeurs. C'était deux processus de vote quasiment identiques et qui en plus ont eu le même taux de participation qui était autour de 30%. Et dans les deux cas, on a vu que le processus de vote et le taux de participation ont été utilisés dans un cas pour légitimer cette élection et dans l'autre cas pour la délégitimer. On pourrait penser, comme Antoine Cauchiste, qu'un fort taux d'abstention provoque l'illégitimité du vote de manière abstraite et universelle. Mais non, la légitimité politique, ce n'est pas une donnée anhistorique, c'est un processus social. Dans les faits, le gouvernement et les médias anglais ont légitimé le vote pour les commissaires et délégitimé le vote pour les grèves alors que c'était le même taux d'abstention. Mais en fait, ça pose la question de qui décide du processus de légitimation d'un vote. Eh bien, généralement, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a été élu. Parce que, en fait, même si tu as été élu avec 1% des voix, une fois que tu as le pouvoir institutionnel en main, eh ben, tu as les moyens de pouvoir légitimer ton élection. Et ça peut passer aussi notamment par un plus grand accès aux médias. Et selon David Betham, auteur du livre Legitimation of Power, la légitimité politique, elle repose sur 3 dimensions. La première, c'est la conformité du pouvoir avec les règles établies. La seconde, c'est la justification du pouvoir qui repose sur des objectifs et des croyances partagées. Et la dernière, c'est le consentement de la population au pouvoir, qui ne s'exprime pas seulement par le vote. Et c'est pourquoi, en Chine, par exemple, où il n'y a pas d'élection démocratique, le pouvoir réussit à s'auto-légitimer avec tout un discours autour de son efficacité et par d'autres formes de participation. Et résultat, la majorité des Chinois soutiennent le régime, quand bien même c'est un régime qu'on peut qualifier d'autocratique et où il y a de nombreuses dérives en termes des droits de l'homme, et notamment on peut penser aux Ouïghours. Et le régime chinois délégitime les élections dans les régimes démocratiques en montrant des exemples un peu caricaturaux et en montrant par exemple Donald Trump qu'ils décrivent comme exubérant et vulgaire. D'ailleurs, Donald Trump, malgré sa victoire dans une élection qui a connu un fort taux de participation, il n'était pas vu comme un président légitime. Il a beaucoup été critiqué. Donc on voit que le lien entre le taux d'abstention et la légitimité du vote, elle est bien plus complexe dans la réalité que dans le monde abstrait d'Antoine. Mais on pourrait se demander s'il y a un lien entre abstention et révolution, comme le prétend si bien Antoine, pour justifier son appel à l'abstention. Et bien, encore une fois, allons lire les études sur Google Scholar.
Des chercheurs ont étudié ce lien dans le cas de changements politiques majeurs qu'ils appellent révolutions électorales. Et donc, ils ont étudié 39 révolutions électorales en Europe et en Amérique du Sud. Et ils ont observé qu'il n'y avait pas de lien entre ces révolutions et le taux d'abstention, mais que par contre, il y avait un lien entre ces révolutions électorales et le changement du taux d'abstention, qu'il soit négatif ou positif. Et ils ont observé en fait qu'il y avait en Europe et en Amérique latine à peu près autant de révolutions électorales associées à une rapide augmentation de l'abstention, dans 20 cas, qu'à une rapide diminution de l'abstention, dans 19 cas. Mais il y a une différence fondamentale dans les deux situations. Quand le taux d'abstention diminue rapidement, l'opposition est plus forte et les clivages politiques sont plus marqués. C'était le cas par exemple en France en 1967 et au Honduras en 2013, notamment où la participation aux élections était plus forte qu'avant. Et pour preuve, en 1968 par exemple, le pouvoir n'était pas particulièrement légitime. Et au contraire, quand les révolutions électorales sont associées à une augmentation rapide de l'abstention, comme ce que demande et ce que prône Antoine, c'est associé à une plus faible opposition et à une frontière plus floue entre la gauche et la droite. C'était le cas par exemple au Royaume-Uni avec l'élection de Tony Blair en 2001 et au Costa Rica en 1998. Et donc là, vous voyez bien le problème. Normalement, quand on est un révolutionnaire, quand on est pour la lutte des classes, l'un des objectifs, c'est de faire augmenter cette rivalité, de faire augmenter cette opposition, ce clivage politique. D'ailleurs, dans deux études différentes, on voit que les manifestants opposés au pouvoir ont plus tendance à voter qu'à s'abstenir. Et on peut prendre l'exemple de l'Espagne pour les participants au mouvement des indignés en 2011 et en Afrique du Sud en 2006. Et en France, on a vu que les gilets jaunes étaient peut-être moins abstentionnistes aussi. Et en fait, c'est pas étonnant que les manifestants soient plus votants qu'abstentionnistes, parce qu'en réalité, le vote, c'est juste un outil à disposition parmi tant d'autres outils dans la lutte politique. Donc Antoine, je te le demande, quelles sont tes preuves concrètes que l'abstention provoquerait ou favoriserait les mouvements révolutionnaires et que le vote serait antagoniste aux mouvements révolutionnaires? Mais Antoine, ou peut-être un autre abstentionniste, nous dirait que tout ça, c'est pas très important, les révolutions électorales, les mouvements sociaux, c'est inutile. Ce qu'ils veulent, eux, c'est la vraie révolution, la révolution avec des armes, avec du sang, avec des goulags. Et en fait, améliorer un tant soit peu les conditions de vie des gens, certes avec un gouvernement de gauche, un gouvernement réformiste, ça, c'est pas un objectif pour Antoine. Pour Antoine, le seul objectif qui compte, c'est la révolution. Et en fait, Antoine fricote parfois avec les thèses accélérationnistes. Et donc, ces thèses, c'est en gros l'idée que ce qu'il faudrait, c'est élire Macron ou Le Pen. Comme ça va provoquer un vrai bordel dans le pays. Et ce bordel, ça va amener les gens à se révolter. Bon, généralement, c'est souvent du second degré, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance à penser ça chez certains. Et là encore, je suis désolé pour vous, mais c'est pas une thèse qui tient debout quand on prend en compte la réalité matérielle et concrète. Si on prend l'exemple des États-Unis dans les années 20 où il y avait un fort mouvement ouvrier, il y a eu une libéralisation extrême du pays et malheureusement, ça n'a pas provoqué une réaction d'amplification du socialisme. Au contraire. À cause des politiques anticommunistes aux États-Unis, le mouvement socialiste, il a quasiment disparu et aujourd'hui, on le voit petit à petit apparaître, mais 100 ans après. Et en fait, quand on étudie la littérature scientifique sur ces sujets, on voit que le système politique en place, il influence notre rapport au collectif. Les Américains, en fait, ils ne sont pas individualistes naturellement. Ils le sont devenus à cause du système politique en place. Et le système politique dans lequel on vit, il influence même notre personnalité. Par exemple, l'individualisme des jeunes était plus fort en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est, à la réunification. Mais après, il faut être honnête et il faut avouer que chez Antoine, c'est surtout du second degré. Il n'est pas sincèrement accélérationniste. Il affirme même, au contraire, que ne pas voter, ça ne change rien. Et là encore, quelle est la démonstration de Antoine? Quelles sont les sources? Encore une fois, il n'y en a aucune. Et moi, en tant que zététicien conséquent et autoproclamé depuis, on a commencé la vidéo depuis 10 minutes, je vais donc regarder sur Google Scholar s'il existe des études qui montrent le lien entre le vote des gens et les politiques appliquées. Et grande surprise, il en existe. Décidément, on a l'impression que la politique, c'est un sujet qu'on peut étudier scientifiquement et qu'on n'est pas obligé de suivre toutes ces intuitions toutes pétées. Et donc, une étude portant sur 17 pays pendant 30 années montre que quand l'électeur médian vote plus à gauche, le gouvernement fait plus de dépenses sociales.
Et une autre étude montre que l'idéologie des gouvernements élus a un impact sur le taux de dépenses pour les protections sociales dans les démocraties libérales européennes. Donc oui, effectivement, élire un gouvernement de gauche, élire un gouvernement réformiste, c'est très souvent imparfait, c'est très souvent insuffisant, mais ça peut plus probablement améliorer les conditions de vie matérielles des plus précaires. Bon, ça c'est dans le cas où les électeurs de gauche arrivent à faire élire leur candidat. Mais Antoine, lui, il ne veut pas voter parce qu'il dit qu'il ne croit pas à la victoire de Mélenchon. Là, ils me font rire les insoumis qui veulent qu'on vote utile pour Mélenchon alors que Mélenchon va faire 30% au deuxième tour contre Macron. Hein. Ça a l'air top, hein. Manque de bol pour Antoine, Mélenchon est passé à 42% dans les sondages contre Macron depuis, et d'ici le 24 avril, ça peut très fortement changer. Mais après, moi, je ne suis pas devin, moi, je ne suis pas comme Antoine, moi, je suis un sceptique. Ce que je trouve étrange chez Antoine, c'est qu'il justifie le non-vote à Mélenchon par le fait qu'il va certainement perdre. Alors que lui, sa stratégie, c'est de pousser les gens à l'abstention pour qu'il n'y ait plus que 3 pecnos qui votent et que le régime s'effondre sur place. Et pourtant, il n'y a pas un seul sondage, même pas sur Twitter, qui pourrait nous laisser espérer une abstention à 80%, à 90% ou même à 50%. Et donc, si on prend sa logique de probabilité, qu'est-ce qui nous paraît le plus plausible? Que Mélenchon gagne les élections avec 51% des voix ou qu'on arrive dans un jour proche à un taux d'abstention de près de 90% qui va déstabiliser le pouvoir en place et provoquer la révolution. À chacun d'en juger. Mais admettons que Mélenchon ait peu de chances de gagner et que tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il accède au second tour. Est-ce qu'on peut penser, comme Antoine, que ça ne changera strictement rien? Encore une fois, on va essayer de sortir de l'abstraction et regarder concrètement si les scores d'un parti aux élections et l'accès au second tour, ça change quelque chose. En 2002, pour la première fois, un candidat d'extrême droite accède au second tour en France. Et on voit que c'est à partir de là que se normalise et se légitime un discours, le discours de Le Pen, dont le vote était jusqu'alors sous-déclaré. Et juste après 2002, la stratégie de Patrick Buisson, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy, c'est de récupérer les électeurs de Le Pen avec une proposition politique beaucoup plus à droite. Et est-ce que Sarkozy a vraiment réussi à récupérer l'électorat Le Pen? Eh bien oui, c'était une stratégie qui s'était avérée gagnante pour Sarkozy, qui a récupéré pas mal d'électeurs Le Pen en 2007. Selon cette étude, les lepéno-sarkozystes de 2007 représentent plus de la moitié de l'électorat lepéniste infidèle à son candidat de 2002. Et Sarkozy, avec son programme beaucoup plus à droite, est-ce qu'il a eu un réel impact sur nos vies? Alors, peut-être pas pour un prof blanc, mais pour nous, habitants des quartiers, oui. Sarkozy, il a introduit le flashball, qui est l'ancêtre du LBD, qui a provoqué de nombreuses victimes, tout d'abord dans les quartiers populaires avec les Noirs et les Arabes, avant de s'en prendre aux Gilets jaunes. Pour rappel, cette arme a fait 3 morts et 66 éborgnés. Sarkozy, il a aussi introduit la culture du chiffre dans la police, ce qui a augmenté les contrôles policiers et surtout les contrôles aux faciès dans les quartiers populaires et ce qui a amené de plus grandes violences policières. Il faut savoir que depuis 1977, 168 personnes sont mortes suite à un contrôle d'identité et que ce phénomène s'est accentué sous l'ère Sarkozy, que ce soit en tant que ministre ou en tant que président. Mais je te rassure Antoine, on ne va surtout pas tomber dans la moraline. Combien de morts parmi tes abonnés, espèce de débile? Combien de morts parmi tes putains d'abonnés? Et après l'arrivée de Marine Le Pen en 2017, alors même qu'elle a perdu l'élection, on voit tout le champ politique qui se droitise. On voit que Pétain et Maurras reviennent au goût du jour et on voit même le PCF essayer de draguer l'électorat frontiste. Parce qu'en réalité, les partis politiques observent les élections, observent les résultats et adaptent leur stratégie rationnellement par rapport à ces résultats. Donc la question c'est pourquoi, si l'Union populaire accède au second tour, ce ne serait pas le cas? Un second tour Mélenchon-Macron, ça ne sera pas du tout pareil qu'un second tour Macron-Le Pen. Que ce soit, ne serait-ce au terme des débats. Je veux dire, un débat entre Mélenchon et Macron, ça ne va pas aller dans la surenchère sécuritaire, ça ne va pas aller dans la surenchère islamophobe. Et même s'il ne passe pas au second tour, un Mélenchon à 20%, c'est pas pareil qu'un Mélenchon à 10%. Un Mélenchon qui fait un gros score, surtout quand on voit les autres partis de gauche qui sont en train de s'effondrer, c'est un message fort qui est envoyé à toute la gauche. En fait, c'est dire à la gauche, voilà la ligne qu'il faut suivre, voilà les idées qu'il faut porter. Et notamment, en ce qui nous concerne, sur les violences policières, sur l'islamophobie, sur l'ordre mondial, un ordre mondial plus égalitaire. Donc, ça a quand même un intérêt.
Surtout quand on voit qu'au sein de la gauche, il y a des forts débats, et notamment avec des militants du PCF qui, eux, vont plutôt défendre une ligne sociale chauvine. En résumé, rien ne nous prouve que l'abstention serait un signal fort et efficace en France aujourd'hui, comme essaye de nous le prétendre Antoine Gauchiste. Par contre, tout nous laisse à penser que le vote a effectivement un poids sur les décisions politiques aujourd'hui, que ce soit en termes de gouvernement ou en termes de partis politiques. Mais d'après ce que dit Antoine Gauchiste, il n'aime pas Mélenchon pour d'autres raisons. Dans un tweet, j'ai dit que Mélenchon, malgré ses positions anti-nucléaires, était beaucoup plus écolo qu'un Zemmour qui est lui pro-nucléaire. Ce à quoi Antoine Gauchiste me répond que Zemmour fera mieux car Mélenchon va rejeter plus de CO2 que Zemmour. Il affirme même aussi que le nucléaire, c'est la seule question qui compte pour le climat. Mais selon Jean-Marc Jancovici, c'est faux. De la manière suivante, on a regardé les mesures qui étaient proposées dans un certain nombre de secteurs. Le logement, l'agriculture, les transports, pas juste l'énergie. Parce que très souvent, les débats environnementaux dans notre pays se résument à est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire ou les renouvelables. Nous, on a regardé beaucoup d'autres choses. On a aussi regardé, par exemple, ce qui était proposé dans le domaine de la formation, parce qu'il y a beaucoup de reconversion à faire dans un pays qui doit changer. Et donc, si on regarde l'ensemble de ces cases qu'il faut cocher, effectivement, le programme qui en coche le plus, c'est celui de la France Insoumise. Alors, avant le nucléaire, en fait, l'essentiel du plan de transformation de l'économie française repose sur ce qu'on appelle de la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi? C'est des économies d'énergie que vous faites en acceptant, en souhaitant, en désirant utiliser moins de quelque chose. Et le programme de Mélenchon est meilleur que tous les autres. Il est meilleur sur l'énergie que le programme de Zemmour qui est pro-nucléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Jancovici, c'est un ingénieur polytechnicien. Il a inventé le concept du bilan carbone dans les années 90. Il a défendu le nucléaire pendant plus de 20 ans et il a dirigé la rédaction du rapport sur les programmes des candidats et le climat. Ou plutôt le programme Shift Project qui comporte 2 climatologues et 3 polytechniciens, dont Jancovici. Parce que moi, je connais pas beaucoup le sujet du nucléaire et pas beaucoup le sujet du climat. Donc, je pense qu'on est très nombreux à attendre une réponse d'Antoine et qu'il nous fasse une vidéo argumentée sur ce rapport et qu'il nous démontre avec des sources, avec des arguments, qu'il est complètement faux. Après, pour moi, la question du nucléaire, c'est une question annexe dans la problématique de la catastrophe climatique. Tout simplement parce que la catastrophe climatique, c'est un problème mondial. Et donc, avant de savoir quelle énergie il faut utiliser et en quelle quantité, la question essentielle, la question primordiale, c'est de savoir pour quel projet de société, pour quel type de société on veut utiliser cette énergie. Parce que ça invite à repenser le mode de production, le mode d'échange, l'organisation mondiale. Et surtout, comme je l'ai dit, ça se passe au niveau mondial. Et Mélenchon est le seul candidat potentiellement éligible qui propose une alternative internationaliste et altermondialiste. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien se rentrer en tête. Même une France qui serait 100% nucléaire ne réglerait rien à la catastrophe climatique. Et une France 100% nucléaire qui ne cherche pas à changer l'ordre économique, qui ne cherche pas à être en rupture avec l'ordre néolibéral qui saccage la planète, ça ne sert à rien. Et parmi les candidats potentiellement éligibles, le seul qui propose une rupture avec l'ordre néolibéral qui détruit la planète, je suis désolé, mais c'est Mélenchon. Mais sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, Antoine abandonne la lutte avant même d'avoir commencé. Parce que Antoine, c'est un peu Nostradamus. Il est capable de prédire l'avenir et il sait déjà qu'il n'y aura jamais, au grand jamais, de coopération internationale écologique possible. Et ce qui est étrange aussi avec Antoine Gauchiste, c'est qu'il est persuadé que sur le nucléaire, Mélenchon sera capable d'appliquer son programme à la lettre et qu'il va plonger la France dans le noir. Pourtant, Antoine Gauchiste n'arrête pas de nous répéter que si Mélenchon est élu, il sera incapable de mettre en place son programme parce qu'il va être attaqué de toutes parts par les capitalistes. Sauf apparemment sur le cas du nucléaire. C'est ballot. Merluche, s'il est élu, trahira. Appelez-moi Nostradamus. Nostradamus a raison d'avoir peur parce que, en effet, si Mélenchon arrive au pouvoir, il sera effectivement combattu par les capitalistes comme Tsipras a été combattu en Grèce, comme Allende a été combattu au Chili ou Castro à Cuba. Et donc, notre tâche, ce sera de combattre dans la rue, ce sera de manifester, ce sera d'installer un rapport de force qui permettra à Mélenchon de poursuivre le programme. Un Mélenchon élu, et on l'espère, à partir du moment où il est élu, il n'est plus notre ami. Il est un homme d'État.
il obéit à d'autres. Oui. À d'autres règles, il obéit à des pressions de toutes parts, il obéit à un système qui le détournera inévitablement de ses promesses. C'est-à-dire qu'il est sûrement celui qui veut aller le plus loin dans la réforme sociale de ce pays, dans le bon sens, mais le système tel qu'il existe l'en empêchera. Et nous, on est conscients de ça. Et en ce qui nous concerne, quand on appelle à voter pour lui, on dit le lendemain, il faut reconstruire l'autonomie. Le lendemain. Bien sûr. Le lendemain, on n'est plus des amis. Et bien sûr, si Mélenchon est élu, il ne va pas abolir le capitalisme en 5 ans. Et je ne pense même pas qu'il va abolir le capitalisme. Je pense qu'il y a quasiment personne parmi les électeurs de Mélenchon qui croit vraiment qu'une élection de Mélenchon, c'est la fin du capitalisme. Il faut tout d'abord voir Mélenchon comme un bol d'air face à la radicalisation raciste et autoritaire, même si effectivement ça ne concerne pas un prof blanc, mais aussi voir Mélenchon comme une possibilité d'avancer nos pions dans une stratégie révolutionnaire à long terme. Et ça, c'est une question qui est très importante pour nous, militants antiracistes et militants décoloniaux, parce qu'on a de moins en moins les moyens matériels et légaux de s'organiser. Il n'y a qu'à voir en fait toutes les dissolutions qui sont faites par Gérald Darmanin et qui visent en priorité les organisations antiracistes et décoloniales. On l'a vu avec le CCIF, on l'a vu avec Palestine Vaincra, sans que ça provoque une grande réaction à gauche. Et maintenant, on voit que ça touche même des organisations de la gauche radicale, vu qu'il y a des organisations antifascistes qui sont dissoutes. Et donc rien que pour ça, rien que pour avoir les moyens, le luxe de s'organiser, c'est déjà important de voter Mélenchon plutôt que Macron. Et ça, Antoine Nostradamus ne le voit pas parce que lui, il n'est pas dans une logique d'organisation, il n'est pas dans une logique de collectif. Lui, il est dans une simple logique individualiste. Parce qu'il peut bien nous citer là tous les auteurs qu'il est en train de lire, tous les auteurs anarchistes qu'il a découverts il y a quelques mois, que ce soit Kropotkin, Bakounine, Emma Goldman, mais eux au moins avaient le mérite d'être auprès des ouvriers et d'organiser cette révolution, d'organiser le prolétariat pour l'amener vers cette révolution. Mais Antoine, en réalité, il veut pas la révolution. Il veut la révolution bien à lui, la sienne, bien comme il l'entend, avec ses acteurs, avec ses mots d'ordre, avec ses modes d'action. En fait, il ne s'intéresse pas du tout à l'état de conscience réel des masses, à la manière dont elles ont de s'organiser, à leurs problématiques, à la manière qu'elles ont de lutter. Donc lui, il méprise ça. Et il méprise ça parce que lui, en fait, en réalité, il est coupé de tout ça. En fait, il vit dans sa forêt et il veut juste imposer totalement sa vision de la révolution et imposer sa vision fantasmée des classes populaires. Et en fait, c'est confortable pour Antoine Gauchiste. Il est dans une petite position de dandy de salon qui est là, qui juge de haut, qui juge ces gueux qui ne savent pas faire de révolution prolétarienne. Mais par contre, faut pas du tout compter sur lui pour faire quelque chose. Faut pas compter sur lui pour qu'il se salisse les mains. Et Antoine, tout comme Bégodeau, nous dit que en fait, les élections, ça sert surtout à légitimer le pouvoir en place. Et c'est vrai que dans la bourgeoisie, il y a effectivement cette fétichisation du vote. Parce que, en fait, les bourgeois, ils ont intérêt à ça. Ils ont intérêt à faire du vote une légitimation du pouvoir en place, une légitimation de la démocratie représentative. Mais le problème dans cette critique, c'est que Antoine, mais aussi François Bégodeau, entretiennent aussi cette fétichisation. Parce qu'ils considèrent aussi que voter, c'est obligatoirement, quoi qu'on fasse, légitimer le pouvoir en place. Et donc, les bourgeois, par rapport à cette fétichisation du vote, vont soutenir le vote et eux, ils vont juste être dans une position inverse. Ils vont dire qu'il faut rejeter le vote, quoi qu'il en soit. Parce qu'en fait, dans sa vidéo, Antoine, il se moque de ceux qui prennent le vote comme une idole, c'est-à-dire une idole qui permet de légitimer le pouvoir en place. Mais lui, il fait exactement pareil et il la considère comme une idole qui légitime le pouvoir en place et donc une idole qu'il faut rejeter. Et là, Antoine, il est dans le paradoxe de l'anticonformiste. C'est-à-dire que l'anticonformiste, il se dit contre la conformité, mais il a un point commun avec le conformiste, c'est qu'il base son attitude par rapport à la conformité. Et donc, une position qui rompt avec la fétichisation, une position qui rompt avec le vote comme idole, c'est de dire que simplement le vote n'est pas une idole, mais que ça n'amène pas à le rejeter ou à l'accepter quoi qu'il en soit, mais juste d'en avoir un usage stratégique, un usage tactique. Et donc de considérer le vote simplement comme un outil qu'on peut mobiliser
ou non selon le rapport de force, selon les candidats en présence, selon les stratégies. Et c'est un outil qui peut se compléter avec d'autres actions. C'est-à-dire que vous pouvez en même temps manifester et en même temps voter. Et c'est ça qui est important à savoir, c'est que ça peut se compléter. Je prends l'exemple souvent du Front populaire. On dit que c'est le Front populaire qui a permis les congés payés en 1936. Dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est surtout parce qu'il y a eu un fort mouvement de grève. Et ce fort mouvement de grève, il a poussé le Front populaire à adopter les congés payés. Mais on pourrait se demander, est-ce que ce mouvement de grève, il aurait pu obtenir satisfaction s'il n'avait pas élu avant le Front populaire au pouvoir? Et donc, être révolutionnaire, ce n'est pas être un puriste, ce n'est pas rejeter tous les mécanismes qu'on juge impurs par principes moraux. Au contraire, être révolutionnaire, c'est utiliser tous les outils qu'on a à disposition dans un combat tactique pour mener à bien notre stratégie à long terme de révolution. Et par exemple, Lénine, dans son livre, nous dit « Si nous savons user de tous les moyens de lutte, nous triomphons à coup sûr. Même si les circonstances ne nous permettent pas de faire usage de l'arme la plus dangereuse pour l'ennemi, de celle qui porte le plus vite les coups mortels. Il n'est pas difficile d'être révolutionnaire quand la révolution a déjà éclaté et bat son plein. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus précieux de se montrer révolutionnaire quand la situation ne permet pas encore la lutte directe, déclarée, véritablement massive, véritablement révolutionnaire, de savoir défendre les intérêts de la révolution, par la propagande, par l'agitation, par l'organisation, dans des institutions non révolutionnaires, voire nettement réactionnaires dans une ambiance non révolutionnaire. Savoir trouver, pressentir, déterminer exactement la voie concrète ou le tour spécial des événements qui conduira les masses vers la grande lutte révolutionnaire véritable, décisive et finale. Tel est l'enjeu principal objet du communisme actuel en Europe occidentale et en Amérique. Alors pourquoi Antoine Gauchis défend l'abstention? Parce que là, on a Antoine Gauchis qui défend l'abstention, alors même qu'il n'a aucune preuve que l'abstention provoque des révolutions dans les régimes démocratiques. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il insiste autant pour qu'on le rejoigne dans son non-action politique. Et quel est l'impact réel, quel est l'impact concret de l'abstention dans les élections qui arrivent? Écoutons ce qu'en dit l'un des conseillers McKinsey de Macron. Parce que c'est assez communément admis parmi les sociologues, les politologues, que l'abstention est quelque chose qui défavorise la gauche, à savoir qu'il y a une surreprésentation des électeurs de gauche parmi les abstentionnistes. Une des raisons, c'est que les variables individuelles qui expliquent le vote de gauche sont corrélées à celles qui expliquent l'abstention. En clair, quand on est de gauche, on a plus tendance à s'abstenir? Disons que quand on est plus jeune, qu'on a un niveau d'éducation moyen et qu'on a des revenus plutôt faibles, on a tendance à s'abstenir, à plus s'abstenir que la moyenne. Et quand on a ce profil-là, on a aussi plus tendance à voter à gauche. Mais regardons aussi sur Google Scholar si des gens ont étudié les phénomènes. En Australie, le vote obligatoire favorise la gauche dans les élections et dans les lois appliquées. Et c'est idem pour le canton de Vaud, en Suisse, dans le passé. Aux USA, l'abstention liée à des facteurs aléatoires comme la pluie favorise la droite. Et de manière générale, il semble que les abstentionnistes sont majoritairement de gauche. Mais Antoine Gauchis affirme qu'on, on ne sait pas qui, a mené des études, on ne sait pas lesquelles, qui ont montré que si tout le monde votait, ça ne changerait rien pour les élections présidentielles. Et on ne sait pas en quelle année. Alors là, Antoine, j'aimerais te féliciter, j'aimerais te donner un bon point parce que pour une fois, tu nous parles d'une étude. Bon, malheureusement, tu ne nous donnes pas la source, donc on ne sait pas si tu dis des bêtises ou pas. Donc nous, on a essayé de faire nos recherches nous-mêmes et on a essayé de voir s'il y avait effectivement des études qui essayaient de voir ce que ça donnait si tout le monde votait, s'il n'y avait pas d'abstentionnistes. On trouve qu'aux USA, même si les abstentionnistes sont généralement plus de gauche, si tout le monde votait aux élections sénatoriales, pour 9 élections sur 10, elles auraient eu le même résultat. Mais le problème déjà, c'est que les élections aux États-Unis et les élections en France, c'est pas vraiment pareil. Aux États-Unis, il est beaucoup plus bipartisan et en France, ça se résume pas seulement à la gauche et à la droite. On a trouvé un mémoire de recherche, voilà, on a un mémoire de recherche qui a essayé de reproduire ces résultats en France à travers une simulation. Et il dit qu'en 1995, en France, les abstentionnistes sont plutôt de gauche, mais que s'il y avait eu une participation des abstentionnistes, ça changerait pas énormément le rapport de force entre la gauche et la droite, ça le changerait d'environ 3 points.
Mais dans le cadre des élections présidentielles, 3 points, ce n'est pas négligeable. 3 points, ça peut changer énormément de choses. Ça peut faire basculer une élection, notamment au premier tour. Si on prend le cas de l'élection de 2002, il y avait seulement 0,68 points de différence entre Le Pen et Jospin au premier tour. Parce qu'il faut savoir que Jospin, à l'époque, ça représentait la moitié de la gauche. Donc on peut raisonnablement penser qu'il aurait eu au moins la moitié des 3 points et que donc ça allait faire vraiment basculer l'élection et ça allait le faire passer au second tour. Et si le second tour en 2002, c'était Chirac contre Jospin et non Chirac contre Le Pen, on peut raisonnablement penser que ça aurait limité la stratégie de Patrick Buisson d'essayer de séduire l'électorat lepéniste avec un discours autoritaire et xénophobe. Alors, je ne sais pas si Antoine Gauchis pensait à ses études, mais voilà, c'est le seul mémoire qu'on a et il concerne 1995. Et en fait, à mon avis, il confond avec un sondage de 2014 sur les élections européennes ou bien alors cette enquête de 2011 sur l'attitude des abstentionnistes. Mais en plus, là, vous voyez que c'est une étude qui porte sur 1995. Et je pense qu'on ne peut pas en faire une généralité. Chaque élection se déroule dans un contexte très différent. Donc, parfois, l'abstention peut ne pas changer le cours de l'élection ou parfois, ça peut vraiment avoir un poids important. Je pense qu'il faut vraiment recontextualiser à chaque fois. Et le problème, c'est que Antoine Gauchiste, à travers son discours sur l'abstention, on voit très bien qu'il ne s'adresse pas aux abstentionnistes de droite. Il n'est pas en train de mobiliser un discours complotiste à la QAnon pour dire que les élections sont truquées. Non, lui, il mobilise vraiment un argumentaire de gauche. Il va mobiliser toute la sémantique, toute la logique des anarchistes et d'un certain gauchisme qui rejette les élections parce que ça serait le jeu de la bourgeoisie. Et donc, concrètement, il pousse surtout les électeurs de gauche à s'abstenir. Et c'est pas surprenant. Je dirais même que c'est cohérent. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment surprenant les positions d'Antoine Gauchiste. Ça sort pas de nulle part. C'est révélateur aussi de sa position sociale, de sa position de prof, qui le pousse tendanciellement à avoir des affects non pas révolutionnaires, mais plutôt autoritaires et conservateurs. Et j'ai mal en plus à la gorge. Pas besoin de le refaire. Pour une fois que j'avais une voix virile. Et pour le prouver, on va lire un tweet qu'il a publié après la parution d'une vidéo d'un braquage dans une salle de classe. Le prof est considéré par les élèves comme un rival comme un autre. Leur égocentrisme est renforcé par les parents qui les considèrent comme la 8e merveille du monde. Et que le prof est toujours coupable, trop autoritaire, pas assez autoritaire. Il y a un mépris pour les profs dans la société. Faut pas s'étonner si les élèves respectent pas les profs. Les parents leur apprennent à ne pas les respecter. La société leur apprend à ne pas les respecter. Idem pour la police. On fait quoi? On réaffirme l'autorité? Peine perdue. C'est dans toute la société où l'autorité n'existe plus. On remet en cause la tradition. On perd l'autorité. Je vous laisse nommer les coupables. Donc ce gamin est ou était en garde à vue. Il va devenir quoi? Il va sortir et être réhabilité? Un Français exemplaire avec lequel on veut vivre. Idem pour le petit con qui filme et l'autre qui fait le show en arrière-plan. Qui veut vivre avec ces gens-là? On sait bien que la prison n'arrangera rien. Pas de moyens. Fort taux de récidive, radicalisation. Et la bien-pensance actuelle, les traités internationaux empêchent tout usage de la force. Si on se met à faire un bagne en slip en terre d'Adélie, ça risque de ne pas passer. Terre d'Adélie? Je connais pas. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Terre Adélie, ce qui était mon cas, c'est un territoire revendiqué par la France en Antarctique et on peut pas y vivre en slip apparemment. Et en gros, Antoine Gauchiste veut condamner à mort cet ado de 16 ans. Faut arrêter de les défendre, devenir chouiner parce qu'un mec qui a fait un délit de fuite se tue en scooter, parce qu'un flic tire sur un mec qui force un barrage de police, parce qu'un mec qui s'enfuit plusieurs fois meurt lors d'une interpellation. Venir les défendre, c'est dire aux gens qui souffrent des méfaits de ces voyous que la condition de vie des délinquants vaut plus que la leur qui trime avec des emplois de merde sous-payés. Faudrait mettre des virgules parce que Bref, le contrat social est rompu. Et pour le rétablir, il faut rétablir la force. N'en déplaise à certains. Ma proposition. Abandon de tout masochisme. Ouin, 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 l'esclavage. Ouin, 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 Vichy. Donnez aux gens une image de la France qui les rend fiers. S'ils n'en veulent pas, bagne en terre Adélie.
Rétablissons la terreur. Il a craqué, hein. Bon, Antoine a publié ses tweets en 2018, donc, et je pense que c'était vraiment sous le coup de l'émotion, donc je vais être honnête et je vais pas lui en tenir rigueur, parce que je pense qu'en plus, sincèrement, je pense qu'il a un peu, même beaucoup évolué sur ces idées-là. Bon, après, peut-être qu'il va me contredire, hein, je sais pas. Et surtout, j'aime pas trop que les gens aient à se justifier sur leur position passée, surtout quand, comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont évolué. Et donc, pour toutes ces raisons, je vais pas lui en tenir rigueur, parce que je suis bon. Après, on peut avoir des doutes parce que récemment, Antoine Gauchiste, il a réaffirmé ses positions pro-flics, alors que pour les marxistes, je rappelle que les flics, ou plutôt les ouvriers de la sécurité, sont le bras armé du capital, et notamment le fait que pour lui, la mort de Hadamard, ce n'est pas une réelle tragédie. Et quand il voit du feu dans ces manifestations, pour lui, ce n'est pas le signe d'une agitation révolutionnaire, mais lui, il fait plutôt une blague et il parle de rite vaudou. Et comme je l'ai dit, en fait, tout ça, ça révèle la position d'Antoine Gauchiste, qui est celle de la position, d'une certaine position de classe et d'une certaine position de race, celle d'un prof blanc. Sa position de prof, ça peut aussi l'amener, même si c'est pas totalement ça, mais ça peut aussi l'amener à avoir des positions plutôt conservatrices vis-à-vis de l'autorité, et notamment dans l'idée de bien faire respecter l'ordre en classe. Et on a vu un autre exemple avec Loïc Chéniaud, où c'est un peu la même problématique. Et attention, le débat sur l'autorité en classe, c'est un débat qui est très compliqué et j'en ai conscience. Et moi, je ne vais pas du tout dire que c'est la faute des profs. Je travaille sur ces sujets-là et je vois que pour certains profs qui sont pleins de bonne volonté, c'est effectivement une vraie problématique et c'est difficile de gérer des classes. Mais ce que je dis moi, c'est que c'est pas non plus, comme on l'entend très souvent, la faute des élèves. Ou seulement la faute des élèves. Parce que quand on regarde les faits, on voit que les élèves les plus turbulents, ce sont généralement ceux qui sont en difficulté scolaire, ceux qui sont en décrochage. Et ils se situent aussi souvent dans des territoires qui sont dans des territoires où il n'y a pas une grande réussite, où il y a moins de moyens qui sont mis dans l'école. Et où les débouchés sont beaucoup plus restreintes. C'est-à-dire qu'un élève de ZEP dans le 93, il a beaucoup moins de chances de réussir qu'un élève dans le 16e. Et donc, ces élèves, ils sont défavorisés dans le jeu scolaire. Ils ont beaucoup moins de chances de réussir et ils le savent. Et donc, ils sont comme Antoine. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que je ne participe pas à un jeu qui est truqué. Un jeu où je suis sûr de perdre. C'est-à-dire que je ne vais pas voter, tout comme je n'irai pas jouer tous les week-ends avec mon petit cousin à une partie de Monopoly où c'est long et c'est chiant et où il gagne à chaque fois. Sans doute parce qu'il triche. Ou sans doute parce que les règles lui sont favorables. À un moment donné, j'en ai marre de perdre systématiquement. Mais si ça vous intéresse, j'en ai parlé davantage dans un live, donc je vous renvoie à cette vidéo. Tout ça pour dire, à votre avis, est-ce que Antoine Gauchiste appelle à l'abstention parce qu'il est convaincu que ça va amener la révolution, ou est-ce qu'il appelle à l'abstention plutôt par soutien à une droite autoritaire? Est-ce que Antoine est contre Mélenchon parce que Mélenchon, il est anti-nucléaire, parce qu'il est pro-bio? Est-ce que Antoine Gauchiste, il est contre Mélenchon parce qu'il serait pas assez à gauche, ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres raisons? Parce que en fait, au fond, on peut pas vraiment sonder l'âme d'Antoine Gauchiste, mais on peut juste constater que en défendant l'abstentionniste, même sous des prétextes pseudo-anarchistes, au fond, il défend le succès de la droite autoritaire. Et on peut trouver ça assez étrange d'être stalinien avec les élèves et en même temps anarchiste vis-à-vis des élections. Et donc, on peut émettre l'hypothèse, qui reste une hypothèse, que Antoine Gauchiste, au fond, a des forts instincts réactionnaires et conservateurs et autoritaires qui correspondent à ses conditions, à ses intérêts matériels et à sa condition sociale, c'est-à-dire celui d'un prof blanc de classe de petite bourgeoisie, parce que c'est un petit bourgeois, et qui vit dans une colonie française. Et peut-être que tout cela le pousse en fait à se ranger du côté de la droite autoritaire et libérale, comme la plupart des profs lors des dernières élections. Mais sincèrement, peut-être que je me trompe, hein. Je vais rester zététicien et je vais rester rationnel, et donc je ne vais pas confondre mes hypothèses personnelles avec la vérité absolue. Par contre, on peut dire que ça peut paraître cohérent et pas surprenant. Bon, là, j'avoue, je sors un peu de la zététique. Mais pour ma défense, je dirais que Antoine aussi, parfois, il déroge aux règles sacrées de la zététique, comme par exemple quand il explique mes positions politiques par mon islamité.
Après qu'un religieux, le religieux c'est moi, puisse laisser passer des conneries de son camp sur la science, c'est pas surprenant. Je dirais même que c'est cohérent. Par contre, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir le soutien de ceux qui ont le goût de l'étude du réel, des faits et des données scientifiques. Énergie 3000, la boisson des vrais bonhommes. Mais ne restons pas dans les petites attaques ad hominem, Antoine. Surtout que là, c'est le ramadan et j'ai pas envie qu'on part dans des insultes. Moi, je veux qu'on reste sur le fond. Donc, Antoine, si tu aimes vraiment la science et que c'est pas juste une posture esthétique et viriliste, dis-nous où sont les études du réel, des faits et des données scientifiques qui prouvent que 1. Le vote ne change rien sur le plan social et politique. 2. Que l'abstention peut délégitimer les élections et être assez élevée pour faire ça. 3. Que l'abstention favorise la révolution. 4. Que le vote est incompatible avec l'activité révolutionnaire. 5. Ça c'est un bonus. Tu peux aussi nous faire une vidéo où tu nous expliques, point par point, source scientifique à l'appui, pourquoi les climatologues et polytechniciens du Shift Project se gourrent totalement. En attendant, allez tous voter Mélenchon et à côté de ça, organisez-vous, rejoignez des associations, rejoignez des organisations politiques, manifestez et j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble dans la rue pour manifester et pour organiser la révolution, Inch'Allah. Quant à toi, Antoine Gauchiste, qu'Allah te guide.